Donc du coup, les camarades, on va maintenant passer au meeting. Donc meeting qui a pour but de préparer une rentrée combative face à Macron et sa politique. Voilà, savoir quelle riposte des travailleurs et des jeunes. Mais aussi, voilà, quelle approche nous on va avoir des débats à gauche, à l'approche des présidentielles de 2022, hein, oui c'est bientôt, voilà, mais aussi la nécessité d'un parti de masse pour lutter contre le capitalisme et pour le socialisme. Donc tout de suite, je vais passer la parole à Jeanne. Ok, donc on va éviter les bruits de chaises, hein, du coup. Hop, voilà. Donc moi, on m'a demandé de parler un petit peu de la situation de la jeunesse. Donc c'est ce que je vais faire, tout simplement. La rentrée, c'était hier. Alors du coup, moi, j'ai regardé l'actualité. Je me suis dit, chouette, je vais voir des professeurs, des travailleurs en parler. Pas du tout. Il y avait Blanquer, il y avait Macron qui faisait sa petite marche jusqu'à Marseille, qui était là, en train de parler de grands débats de société. La laïcité. La laïcité. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il lançait des faux débats sur la laïcité en classe, ou alors un autre faux débat, parce qu'un seul suffit pas, un deuxième c'est encore mieux. C'est un débat sur le soi-disant détournement des allocations scolaires pour tous s'acheter de superbes écrans plats, parce que c'est très pratique quand on est étudiant ou jeune d'avoir tous des écrans plats. Tous ces débats-là, en fait, moi je pensais assister à des travailleurs qui étaient en colère, qui voulaient parler de la vraie situation réelle dans les écoles, mais pas du tout. Tous ces débats étaient là vraiment pour masquer le chaos complet qui a été cette rentrée. Que ce soit les classes surpeuplées, que ce soit le manque de moyens humains, en matériel, que ce soit évidemment aussi les protocoles sanitaires qui étaient soit insuffisants, soit inapplicables, ou d'autres problématiques encore. Il y avait toutes ces discussions étaient là pour diviser les travailleurs. On parlait laïcité, on parlait du fait qu'il y en avait qui recevaient des allocations et d'autres non, et qui en plus ils les utiliseraient mal. Voilà, donc tous ces faux débats, ils étaient là et ils cachaient la situation qui était bien réelle, une situation déjà bien tendue depuis quelques années, parce que ça a été aggravé en plus par la mauvaise gestion du Covid. Donc pour parler un peu des jeunes, on sait qu'ils ont été les plus touchés par la crise sanitaire et sociale. Donc que ce soit les lycéens, les jeunes parents, les jeunes travailleurs, les collégiens ou n'importe quel jeune, à vrai dire, ils ont tous été soit coincés avec aucun revenu, soit pas mal infantilisés, notamment les lycéens qui n'avaient pas le droit à la parole, ou des jeunes qui étaient dans des apparts exigus, que ce soit en HLM ou que ce soit en Crous. C'était des jeunes qui étaient vraiment dans une situation de galère. C'est comme ça que d'ailleurs on le décrit. C'est quand tu leur demandes, ils sont en galère. Et surtout s'ils sont étrangers, d'ailleurs, faut le préciser. On a tous en tête des files complètes de jeunes qui étaient partis chercher un panier repas, ce qui n'est pas normal. On ne devrait pas avoir cette idée en tête. C'est pas normal de voir des centaines de jeunes attendre un panier repas. C'est pas normal de devoir attendre pour aller chercher un shampoing, attendre une file de 100 jeunes. Et donc tout ça, on l'a en tête. Et ce qu'il faut encore avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'a répondu Jean-Michel Blanquer. Ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'a répondu Jean-Michel Blanquer ? On va diminuer les budgets. Il faut aider, on va diminuer les budgets. Donc ça fait, pour bien faire un petit bilan du quinquennat quand même, moins 39,26 € par an en aide directe par jeune, à peu près. Donc ça vient, les aides directes, c'est les APL, les bourses, tout ce genre de choses. Donc tout ce qu'ils ont diminué ou réformé. Réformer veut dire diminution, en général. Pour comparer, on peut par exemple, parce que les chiffres c'est marrant de temps en temps, Macron, lui, son quinquennat, c'est juste 79 millions d'euros pour les jeunes. Sarko, qui n'est pas le plus à gauche, on va pas se mentir, c'est touchy. Lui, c'est 306 millions. 79 306. Le calcul est rapide. C'est clairement pas le plus à gauche. Donc en clair, plus il y a de jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, moins il y a d'argent. Oui, c'est une logique qui peut se débattre. Et cette logique-là, elle s'applique de la crèche à la faculté, à même encore plus loin, quand les jeunes travaillent, ou après, quoi. Parce que c'est des coupes budgétaires, peu importe le niveau. Et ça, c'est nouveau. Avant, c'était petit à petit. On s'attaque au collège, on s'attaque à la fac, on s'attaque à un petit peu de choses. Là, on s'attaque à tout. On a passé Parcoursup, on peut tout attaquer. Il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes. Ça fait des millions de retards
Il y a des milliards à investir dans l'éducation, il y a des milliards à investir pour les jeunes, pas que dans l'éducation, il n'y a pas que ça après les jeunes comme question. Des milliards à investir qui n'ont jamais été mis, il y a des milliards à rattraper. Et ces milliards, nous, il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on aille leur arracher. On ne va pas juste leur demander gentiment, il n'y a pas de ça, on va aller les chercher. Parce que le danger, il est réel. Pour bien comprendre le danger, il faut bien se mettre en tête que leurs attaques, elle est dans une logique. Ça va être une logique très consciente, une politique consciente, comme j'aime bien le dire, de casse des services publics. Parce que leur but, c'est très simple, c'est de faire des économies de fonctionnement. Moyen de prof, moins on les paye, par exemple. Pour à terme ouvrir un grand marché de privé, bien sûr, de l'éducation. Parce que l'éducation publique, ça ne leur plaît pas. Parce que leur but étant de, par exemple, pouvoir vendre du matos, que ce soit des applications, des livres, des soutiens périscolaires ou du soutien, et bien sûr l'école, hein, parce que l'école publique, c'est pas fou. Hein. Donc les dernières réformes passées, elles ont tous cette logique-là en tête, que ce soit les E3C, LPPR, Parcoursup, la réforme de l'éducation professionnelle. Donc je vais vous épargner comment elle marche, hein, Internet, sinon, pour se renseigner. Ou alors demander aux concernés, aux jeunes ou aux profs. Toutes ces réformes qui ont été soit maintenues, soit passées en tsum-tsum, en pleine crise sanitaire sociale, ils n'ont qu'un seul but, continuer le tri social. Ce soit maintenir un système inégalitaire ou tout simplement pouvoir exploiter les futurs travailleurs ou les jeunes travailleurs, qui sont déjà en train de travailler du coup. Dans leur esprit, leur objectif, à long terme, étant de faire du lycée général là où on va former les futurs cadres, l'enseignement professionnel qui va être soumis plus ou moins aux intérêts patronaux, et la bourgeoisie qui est déjà, elle, de toute façon réunie dans ces grandes écoles privées élitistes. Donc il n'y a même plus besoin de leur créer un nouveau truc, ils l'ont déjà. Bref, on est très loin de ce que nous, on voudrait, c'est-à-dire une éducation où le jeune il va choisir sa formation, le jeune, ou tout le monde d'ailleurs, hein, absolument tout le monde, peut choisir une formation et accéder à certaines compétences. L'objectif, normalement, c'est ça, l'éducation. Donc on peut se demander pourquoi ils briment la jeunesse comme ça, pourquoi ils n'ont pas laissé la part aux jeunes durant la crise du Covid, parce que ce n'est pas dans leur logique. Ce n'est pas dans leur logique de réfléchir collectivement, ensemble, à la situation, à réagir à la situation, et surtout, ce n'est pas dans leur intérêt. Si on commence à agir ensemble et collectivement, ça ne leur plaît pas. Et donc, nous, est-ce qu'on a agi collectivement? Peu. Face à tout ça, quelle réponse on a pu un petit peu lire partout? On a pu voir le RSA jeune, qui a pas mal fleuri là, sur les réseaux ou dans des organisations. Alors, c'est plus ou moins le summum de la précarité. Et même si c'est logique de vouloir le RSA, surtout pour certaines personnes, c'est logique de se questionner dessus, mais la situation elle est bien plus complexe pour certains jeunes. Et si on veut un petit peu donner l'idée très globalement, si un jeune veut étudier, on lui donne la situation matérielle pour qu'il puisse étudier et financière. Et si un jeune veut travailler, il faut qu'il ait accès à un travail et un salaire. Un vrai travail et un vrai salaire décent. Après, il y a plein d'autres situations plus particulières hein, qui demandent... Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je parlais à 10 minutes. qui demandent plus d'explications, bien sûr. Donc il faut bien avoir en tête que dans tout ça, nous, on a un rôle d'agitation pour que les jeunes y prennent leur place dans les luttes, et un rôle même très important de tous les jeunes organisés, c'est que les autres jeunes prennent conscience de leur nombre et de l'intérêt de s'allier aux travailleurs. Donc que ce soit dans les luttes, comme celles qui vont arriver, la grève du 23 ou du 5 par exemple, même si ce n'est pas une fin de soi, il faut aller bien au-delà, mais c'est important qu'on y soit. Parce que nous, on veut quoi? On veut une école de qualité, on veut une école 100% gratuite, on veut une école 100% publique, gérée par les travailleurs de l'éducation, en lien avec les élèves, leurs familles et tous ceux qui les encadrent. Avec les financements qui seraient à la hauteur des besoins réels. C'est surtout ça dont on a besoin. Et pour les jeunes travailleurs, parce qu'il faut aussi en parler, il n'y a pas que des jeunes étudiants, il y a le salaire, les logements décents, la fin des contrats précaires, les transports gratuits et plein d'autres revendications encore. La mobilisation de toutes et tous, ça va être essentielle. Et comme l'année dernière, la rentrée, elle s'était plutôt très bien passée, mais qu'elle était brûlante, on a un rôle à jouer, nous les jeunes, vraiment. Nous, par exemple, à la GER, on fait des tables, des affiches, des tracts, on est tout le temps là, dans les luttes, auprès des jeunes, on va les voir, on va leur parler, on sonne au crous, vraiment. Ça, c'est super important, et je vais arrêter. Bref, un peu de dynamisme, quoi.
On est là, on est dans les luttes, et les jeunes, on doit tous faire pareil. Donc on peut en profiter pour se structurer tous ensemble, avoir un véritable travail jeune, solidifier nos organisations respectives, nos positions avec la jeunesse, et recruter un max, évidemment, pour tous avancer collectivement vers le socialisme. Bien, il n'y a pas que les jeunes qui ont souffert dans la dernière période et la crise sanitaire dans laquelle on est a dans un premier temps surpris tout le monde, et y compris même les capitalistes et les gouvernements qui les servent. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ils sont très vite revenus à la raison, en tout cas la leur, qui est celle d'atteindre leurs objectifs et maximiser leurs profits. Et là-dessus, effectivement, ils ont même une volonté à profiter de la crise sanitaire pour accélérer, accentuer toute cette casse des services publics et renforcer l'exploitation des travailleurs. Ce qui fait qu'il y a eu des situations effectivement extrêmement difficiles dans lesquelles on vient de passer, notamment dans le secteur de la santé, où alors qu'on a un virus mondial qui apparaît quand même en novembre 2019, en septembre, octobre, novembre 2019, pas un seul centime d'euro n'a été mobilisé pour l'hôpital public. Au contraire, on se rappelle que les soignants d'ailleurs ont travaillé sans matériel et sans moyens humains. Là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a largement dépassé les 10 000 infirmiers et aides-soignants qui ont quitté leur poste, tellement les conditions de travail sont devenues déplorables. Sachant que, bien sûr, la rupture conventionnelle leur a été systématiquement refusée, presque systématiquement refusée, et que leur démission n'ouvre quand même pas de droit au chômage, rien. Donc ces gens-là tombent directement, étaient prêts à tout quitter pour aller au RSA, tellement les conditions, elles étaient pourries, quoi. Auquel il faut ajouter le fait qu'ils étaient en fin de poste, pour la plupart du temps en arrêt, et que là encore aujourd'hui, en dehors de ces plus de 10 000 travailleurs, il y a encore potentiellement un nombre de milliers d'arrêts maladie qui continuent. Il y a une vraie souffrance du personnel hospitalier, et ça c'est une politique, c'est pas un concours de circonstances. Macron et l'autre horrible de Véran là poursuivent minutieusement leur casse de la santé. Là, en 2021, entre janvier et avril, c'est 1800 lits qui ont été fermés en France en pleine épidémie. La grande classe quand même, il fallait la faire. Et derrière, effectivement, c'est pas pour rien. Enfin, c'est quelque chose qui était déjà lancé sous les présidents précédents, en remontant assez loin finalement du coup. Mais successivement, chaque gouvernement avait supprimé des postes. Là, on est quand même, si Hollande avait quand même mis un sacré coup de boost, on a encore un autre coup de boost qui est mis là tout de suite pour, crise ou pas, tant pis, on supprime 1800 lits, quoi. Et derrière ça, forcément, la conséquence de cet agenda qu'ils sont obligés de maintenir, c'est qu'ils sont obligés de tout miser sur autre chose. Donc en l'occurrence ici, la vaccination. Donc le vaccin, c'est juste un tapis pour cacher le trou qu'ils ont creusé dans le système de santé, car finalement, grâce au fait de tout miser dessus, dans leur logique, les autorise à ne pas redonner de moyens à l'hôpital public. Finalement, donc les milliards d'argent public qui ont été utilisés pour la crise Covid ont fini dans les poches des multinationales pour l'achat des doses de vaccins. Effectivement, les camarades l'ont dit tout à l'heure dans les précédents débats de la journée, mais que on a eu la modique somme de 41 milliards de bénéfices nets sur les vaccins ont été empochés. Macron, passant par là à Rouen, un de ces quatre avait dit à une soignante qu'il n'y avait pas d'argent magique. Là, il se trouve quand même que de l'argent magique, nous on peut le trouver. Les 41 milliards, effectivement, c'est de l'argent et qui aurait pu servir à beaucoup d'autres choses. Le pass sanitaire va dans ce sens, car dans la propagande gouvernementale, il s'agit aussi de retourner vers la souciance d'avant Covid, alors que finalement, la vaccination, certes, fait reculer la contamination et le fait qu'on soit malade, ça c'est une évidence. Mais par contre, effectivement, le virus lui mute aussi, et qu'à côté de ça, du coup, le problème des hôpitaux, il n'est pas réglé pour autant, vu qu'il y a des gens qui continuent d'être malades actuellement,
À l'heure où on parle, on a 11 000 malades du Covid dans les hôpitaux en France. Certes, pas des services de réanimation tous saturés en France comme on a pu connaître, mais maintenant, les virus mutent, que ce soit le Delta ou que ce soit le nouveau, le Mu. Ils ont tous des noms plutôt sympathiques pour des Covid mortels. Mais ces virus-là, ils existent encore et continuent potentiellement à tuer. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de moyens dans l'hôpital public en pleine pandémie. Après, maintenant, presque 2 ans, on va vers les 2 ans de la naissance du virus. Enfin, de son apparition du moins. Et nous, on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'organisation, et on a un programme à porter, des revendications à porter, qui peuvent être saisies immédiatement dans l'urgence. On veut en finir avec les brevets, et on est pour, nous, la réquisition des vaccins et des chaînes de production. Avec cela, on pourrait avoir une vraie politique de vaccination qui ne reposerait pas sur une vaccination en roulement par tranche d'âge, qui permet de facto la naissance des variants, parce que le virus il va s'adapter. Si effectivement il peut plus frapper durement un certain public, et ben il va s'adapter pour en frapper un autre, et ainsi on va jamais en finir si on n'a pas une vraie politique vaccinale qui réponde vraiment à une urgence, et pour ça, il faudrait effectivement réquisitionner la production. Il nous faut aussi des recrutements dans les services hospitaliers, mais plus en général dans plein d'endroits qui touchent au domaine médical. Et ça implique effectivement de la formation, ça implique d'avoir des conditions de travail quand même aussi décentes et à des salaires décents pour les travailleurs des hospitaliers. Mais l'urgence, elle est là. Il faut recruter massivement dans les hôpitaux. Il faut qu'on l'exige et il faut qu'on l'arrache. C'est une urgence pour tous ces travailleurs-là. Il nous faut aussi la mise en propriété publique des laboratoires et tout ce qui est clinique privée, sans rachat ni indemnité, pour tout ce qui touche en général de la santé, y compris aussi la production de matériel médical, et même aussi les EHPAD. En fait, nous, on est pour un monopole public avec le contrôle démocratique de l'ensemble des travailleurs de la santé et de la population, pour que justement on puisse définir un système de santé qui soit à la hauteur de nos besoins, avec des moyens qui soient justement capables de faire face à tous les risques de la vie, et demain qu'on puisse effectivement avoir une vraie recherche et être capable de soigner l'ensemble de la population sans être dans des logiques de rentabilité et financière. Le second service public qui est dans le collimateur en ce moment du gouvernement, c'est aussi l'éducation. Voilà, on est quand même dans une rentrée où on s'aperçoit qu'il manque seulement 1800 postes à la rentrée, et alors qu'on a une augmentation du nombre d'élèves encore cette année. Blanquer annonce que ces postes seront remplacés par des heures supplémentaires des autres professeurs. Donc on supprimera un prof de sciences dans un collège et c'est les profs de français et de maths qui feront l'effort de faire les 2-3 heures qui manquent dans les autres matières, ce serait sympa. Enfin voilà, on tire encore sur la corde parce que effectivement, Blanquer l'a dit, les heures supplémentaires ne sont pas assez mobilisées. On a effectivement une entrée qui se fait avec des classes qui sont encore plus surchargées. De toute façon, si on supprime des postes, c'est tout ce que ça conduit en termes de conséquences. Donc des classes encore plus surchargées, pas assez d'encadrants, pas assez de personnel non enseignant, pas assez de surveillants, pas assez d'infirmiers dans les établissements. Et ce, toujours en pleine épidémie. En plus de ça, il y a un protocole qui a été mis en place et qui effectivement suscite le doute. Parce que c'est moi qu'on puisse avoir, c'est le doute, si ce n'est la colère, quand on voit qu'effectivement le protocole il est inapplicable dans la plupart des situations ou sort totalement du métier d'enseignant à ce qui va être demandé aux professeurs. Et là-dessus, on va s'ajouter au traditionnel problème qu'il y a chaque année de manière récurrente par manque de moyens, des problèmes de planning, des problèmes de locaux d'établissement, avec comme effectivement les enseignants vont bâtir, mais aussi et avant tout les jeunes qui vont avoir encore des emplois du temps pourris, un stress monumental et franchement des locaux qui et du matériel qui n'est même pas digne des écoles. Nous, on est pour
nous, on est pour un certain nombre de choses aussi dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on est pour que, d'autant plus dans une situation sanitaire exceptionnelle d'épidémie, mais tout court aussi, on est pour qu'il y ait quand même des dédoublements de classes avec des classes avec maximum 20 élèves. Parce qu'effectivement, ça paraît logique à tout le monde qu'à 20 élèves par classe, le professeur il a largement plus le temps d'être sûr que ce qu'il a à apprendre aux élèves sera acquis et maîtrisé. Et tout de suite, on s'en sortirait tout de suite mieux si on avait ça qui soit implanté tout niveau confondu, que ce soit les écoles jusqu'au lycée, en passant par les collèges et même dans les filières professionnelles et bien sûr dans d'autres mesures à la fac. On a besoin comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, une éducation qui soit à la hauteur des besoins et qui soit vraiment là pour donner aux jeunes une capacité à réfléchir et à s'émanciper et non pas juste s'émanciper intellectuellement dans un premier temps et après ils feront le reste. Mais voilà, qu'ils soient capables de s'émanciper et qu'ils soient capables d'avoir un vrai avenir et de pas être juste effectivement entassés dans des salles de classe ou dans des préfabriqués. Notre attention doit être très vive là-dessus, à nous, car il va y avoir des colères. Tous ces éléments-là sont extrêmement électrisants, d'autant plus qu'il faut rajouter toutes les autres choses qui sont effectivement l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité, l'augmentation des prix de la plupart des denrées alimentaires, l'augmentation des matières premières qui va forcément impacter tous les autres biens qu'on achète tout le temps. Et les salaires, eux, ils sont toujours aussi bas. Pendant les 2 dernières années, on a tous fait des efforts considérables sur nos lieux de travail avec la pandémie. On a tous, il y a eu une violente surexploitation des travailleurs dans la dernière période. La colère, elle peut péter à tout moment. Après, effectivement, à cette colère, il faut lui donner un caractère extrêmement politique. Il faut avoir des revendications très transitoires. Effectivement, on propose des recrutements maintenant en urgence, mais effectivement, il faut remettre en cause aussi le fonctionnement aussi bien du système de santé actuel que de l'éducation. On en a marre de viser la rentabilité. On veut effectivement des services publics qui protègent et qui défendent nos intérêts à nous et nos besoins. Bon. Je pense que les interventions précédentes ont été très éloquentes sur la situation dans laquelle on est. La rentrée sociale ne sera pas calme, car on a toujours des éléments assez forts de chaos et d'instabilité qui restent une donnée, on va dire, de notre vie quotidienne et de la majorité des travailleurs et des jeunes dans le pays, que ce soit dans leurs conditions de travail. On voit par exemple que les travailleurs de l'automobile et les travailleuses de l'automobile sont aujourd'hui face à du chômage technique faute de puces électroniques à l'échelle mondiale. Donc que ce soit Renault, Toyota, sont complètement à l'arrêt parce que on manque d'approvisionnement. Ça, c'est ce qu'est le capitalisme aujourd'hui. D'un autre côté, l'instabilité, elle est majeure dans ce qu'ont décrit les camarades. Évidemment, ce qu'a dit Johan sur les services publics, où les conditions sont déplorables, bien sûr pour les travailleurs et les travailleuses des services publics, mais également pour les usagers. Et c'est pas la moindre des choses. Du côté de la jeunesse, les 2 années qu'on vient de vivre, évidemment, ont montré que ce chaos et cette instabilité provoquent des situations dramatiques du point de vue social, mais aussi tout ce qui va avec du point de vue psychologique. Et dans ce contexte-là, il y a des mobilisations qui sont annoncées à la rentrée et on sent effectivement une colère qui continue à être un élément de cette instabilité qui surgit de temps en temps. Il y a des mobilisations sectorielles qui sont annoncées dans la santé le 14, le 23 septembre dans l'éducation. Il y a une journée de grève interprofessionnelle et unitaire le 5 octobre. Mais d'une manière générale, le mouvement ouvrier, dans son ensemble, est affaibli et sans direction réelle et surtout sans plan d'attaque, ça va avec,
pour traduire une certaine volonté d'en découdre qui existe pourtant parmi la majorité des équipes militantes, syndicales et politiques qui voudraient en finir avec Macron, avec son gouvernement et avec les capitalistes. Alors, on ne peut pas prédire ce que vont être les semaines qui viennent. On n'est pas là pour faire des pronostics ni des paris hasardeux. Mais ce qui est quand même dans l'air, c'est que l'approche de l'élection présidentielle en 2022, c'est-à-dire dans 7 mois, va forcément être un élément qui va catalyser une partie des discussions. Et il ne faut pas se louper dans le sens où c'est important que autour de cette élection, ça soit l'occasion de remettre la discussion politique au cœur du mouvement ouvrier et aussi la discussion politique à une échelle plus large avec toutes celles et tous ceux qui cherchent à résister tant bien que mal avec toute la confusion politique qu'il y a à cette situation, à la dégradation de nos conditions de vie. Alors, aujourd'hui, on peut dire que du côté de la bourgeoisie et des partis qui défendent les intérêts des capitalistes, qu'on aille bien sûr du plus grand et du pire, le défenseur qu'est le Rassemblement national, jusqu'au Parti socialiste et à sa direction qui, chaque jour, a montré, lorsqu'elle était au gouvernement, qu'elle ne défendait pas les intérêts des travailleurs, eh bien, dans ces partis-là ont d'énormes difficultés, eux, à s'organiser pour cette élection présidentielle. Mais malheureusement, du côté du camp des travailleurs, il n'y a pas une candidature ni une campagne à la hauteur des enjeux de la période. Pour autant, pour le 10 avril qui sera le premier tour et pour le 24 avril qui sera le deuxième tour, si rien n'est clair, on sait qu'une majorité de la population dans les sondages, c'est-à-dire environ 70%, dit qu'elle ira voter. Et on ne peut pas, nous, penser que les gens ne vont pas avoir envie de discuter de ça. On le voit dans la rue, c'est assez facile de discuter quand on engage une discussion sur le terrain politique. Et l'élection va donc rester une question centrale dans la vie politique du pays, dans laquelle il est important d'engager une discussion franche et honnête avec tous ceux et toutes celles qui cherchent à une amélioration de nos conditions de vie. Alors, depuis l'élection de Macron, la décomposition politique s'est accélérée et la confusion règne dans les partis pour aborder cette élection. Rappelons quand même qu'en 2017, nous avions une situation inédite avec aucun des deux partis de gouvernement, c'est-à-dire le PS et les Républicains, au second tour de la présidentielle. Mais aujourd'hui, je dirais que pour nous, cet élément étrange de la situation politique n'est plus du tout étrange. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien politique. Ce n'est plus une situation inédite et cet élément-là va rester quelque chose qu'on va avoir à aborder. Les dernières échéances électorales, régionales et départementales, mais aussi les municipales, même si elles étaient évidemment un peu particulières avec le Covid, avaient montré une forte abstention et aussi un élément de prime sortant, c'est-à-dire à une certaine politique par rapport au PS de moindre mal, mais même par rapport à la droite, voilà, de revoter pour ceux qui étaient là et qui avaient été aux affaires. Parmi les travailleurs, l'abstention, elle est forte, et elle a été forte dans les dernières élections. On a besoin de discuter de ce qui va se passer pour tous celles et tous ceux qui vont chercher à exprimer politiquement les choses au moment de cette élection. Et il faut se préparer à ce qu'il n'y ait pas la même envie qu'il y avait eu au moment de 2017 de dégager après les années qu'on avait eues, de dégager à la fois à gauche le PS ce qui se revendiquait de gauche, qui avait fait une politique avec Hollande et Valls, et aussi de ne pas remettre aux affaires du côté de la droite. Vous vous souvenez peut-être des primaires, le premier de ceux qui avait été dégagé, c'était Sarkozy, qui montrait aussi ces éléments-là. Pour ce qui est de tout ce qui se passe dans ce qui se revendique de gauche, le PS a profité et profite en ce moment, et c'est le cas aussi dans d'autres pays, on le voit notamment en Allemagne, on verra comment se déroulent les élections en septembre, mais le PS profite de ce vote de moindre mal dans une situation extrêmement complexe, même si les gens n'ont pas oublié la politique de Hollande et Valls, mais pour autant, faute d'une perspective suffisamment anticapitaliste et combative, eh bien, une partie des travailleurs et des jeunes peuvent être tentés par ce vote. Et puis, il y a aussi une couche peut-être plus jeune
issu probablement aussi de la petite bourgeoisie, qui a remplacé le vote PS par un vote, notamment dans les grandes villes, pour Europe Écologie Les Verts. On voit bien que dans ces partis-là, ils ont une grande incertitude aussi sur la manière d'approcher la période. On voit notamment qu'ils ne savent pas, notamment au sein du PS, comment aborder les choses. Ils ne veulent pas refaire une primaire, parce qu'ils avaient eu Hamon et que ça les a quand même pas servi, on va dire. Ça a servi personne d'ailleurs, malheureusement, en divisant des voix. Mais aussi, donc il est fort probable qu'ils font faire une sorte de primaire interne au PS, où il va y avoir pour l'instant Hidalgo et Le Foll. C'est bien pour les slogans, certains noms de famille. Et Hidalgo risque d'être voilà, la candidate du PS. Dans ce cas-là, voilà, elle est Macron compatible à fond, Hidalgo. Elle l'a déjà suffisamment exprimé. Et bien sûr, sa politique à Paris montre bien de quel camp elle défend et comment elle fait tout pour exclure les classes populaires de Paris. Et sa politique le montre bien. D'autre part, on a la primaire interne aux écologistes, qui donc a plusieurs forces écologistes, avec Europe Écologie Les Verts comme la plus grosse, mais aussi Génération Écologie, qui, eux, vont probablement s'orienter à la fin du mois de septembre, c'est le deuxième tour, autour d'une candidature Jadot, qui avait déjà exprimé clairement qu'il préférait des alliances avec la droite que même avec la France insoumise, pour vous donner un petit peu le camp qu'il défend. Donc, de ce côté-là, il est clair que ces votes, même s'ils existent, il faudra évidemment s'adresser à tous ceux qui cherchent à s'opposer à Macron et à ne pas vouloir de la droite et de l'extrême droite et du RN au gouvernement. Mais c'est clair que ce ne sont pas des alternatives correctes pour les travailleurs et pour les jeunes. C'est des votes qui nous envoient dans le mur. Alors, il y a d'autres initiatives et il y a énormément de candidatures qui existent. Sur lesquels je ne vais pas forcément revenir, mais il faut savoir quand même que d'une manière générale, si on n'est pas là pour pronostiquer quelque chose, on est là pour discuter d'une candidature et d'une campagne qui serait la meilleure, selon nous, pour que les travailleurs et la majorité de la population, non seulement essayent de résister à Macron et aux politiques capitalistes, empêchent le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, mais également redonnent la confiance dans ce que sont les intérêts communs des travailleurs et de la majorité de la population. Parce que c'est ça qui fait cruellement défaut. Alors bien sûr, une campagne électorale en elle-même ne suffit pas à ça. Mais on sait par exemple qu'en 2017, lorsqu'il y a eu la campagne de Jean-Luc Mélenchon, il y avait suffisamment d'éléments contre le capitalisme, même si ce n'était pas complètement anticapitaliste sur certains points, qui ont permis d'engager des discussions avec une couche beaucoup plus large de travailleurs et de jeunes, et qui ont permis de donner un espoir que, non pas que Jean-Luc Mélenchon soit seulement au deuxième tour, mais surtout de redonner la possibilité qu'il y ait une politique indépendante du PS qui existe et qui permette de résister au courant libéral et aux capitalistes. Et ça, c'est un point qui avait été un élément évidemment très important de cette campagne de Mélenchon et qui a expliqué les 7 millions de voix, mais aussi le fait qu'il était premier chez les jeunes et à égalité auprès des employés et des ouvriers dans le vote avec le Rassemblement national, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps du point de vue des votes à gauche du PS. Et en 2017, et après, Mélenchon et la France insoumise qu'il avait lancée à cette occasion avaient d'une certaine manière une forte responsabilité d'avoir reçu 7 millions de voix dans la recomposition d'une gauche de combat. Et nous savons aujourd'hui que Mélenchon n'a pas voulu proposer de faire de la France insoumise un outil qui permettent d'aller vers un véritable parti large, inclusif et démocratique, qui permettent de discuter, d'agir et de militer collectivement contre Macron et les capitalistes, et aussi un parti dans lequel il aurait été central de faire du socialisme la perspective à mettre en discussion avec, évidemment, à l'intérieur
du parti, du mouvement, qui pourrait prendre la forme d'un parti, mais aussi avec les couches qui ont voté Mélenchon, mais aussi celles qui regardaient vers la France insoumise comme une alternative politique dans une situation économique vraiment dramatique. Alors évidemment, les choses ne sont pas dans ce sens-là, et la situation politique, on ne peut pas forcément imputer pour le coup à Mélenchon et à la France insoumise, particulièrement complexe depuis 2 ans avec le Covid, évidemment, a rendu cette erreur des camarades de la France insoumise qui la dirigent, a rendu cette erreur encore plus béante, encore plus criante, encore plus problématique pour les couches larges, parce qu'on n'a pas d'outils aujourd'hui pour lutter. Pourtant, on voit, et on l'a vu pendant les élections régionales et départementales, qu'il y a des espaces et des gens, des travailleurs, des jeunes qui sont prêts à voter pour des candidatures qui sont des candidatures combatives, et y compris des candidatures qui sont un peu des candidatures témoignages, mais qui marquent un camp. Notamment le bon score de Lutte ouvrière, qui malheureusement ne se traduit pas dans la construction d'un parti pour les travailleurs et dans une dynamique, mais qui montrait qu'il y a une certaine couche qui est prête à soutenir des idées et un camp beaucoup plus ferme. Et bon, évidemment, on approche cette élection avec une multitude de candidatures dans la gauche de la gauche, comme on dit, avec une candidature portée par le NPA avec Poutou, avec la candidature évidemment de Lutte ouvrière qui se présente à chaque fois, avec un certain nombre d'autres éléments. Nous, on pense que la discussion principale, aujourd'hui, elle doit être de savoir quel type de candidature et quel type de campagne pourrait permettre d'avancer, et aussi de faire que, d'une certaine manière, la candidature, y compris la plus mise en avant, mais aussi la plus visible et la plus large que représente la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle puisse redresser d'une certaine manière les torts qu'il y a eu, en tous les cas, pendant une partie depuis la dernière élection, en s'organisant de manière beaucoup plus structurée autour de la campagne, mais une campagne qui a pour objectif, pas seulement, parce que là, ça n'attirera pas du monde, de coller des affiches pour Jean-Luc Mélenchon, mais de mettre en discussion quel type de revendications et quel type d'axes, de points on peut développer dans la période pour renforcer notre camp. Bien entendu, on a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation. Ces points-là sont mis en avant par la France insoumise comme des éléments électoraux, mais ne sont pas mis en avant comme un outil sur lequel on pourrait combattre pendant toute cette période, pas juste pour dire il faut voter Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat, s'il y en avait un ou une qui représentait plus largement, mais pour construire une base, un socle qui nous permette d'engager la contre-offensive à la politique de Macron et des capitalistes. Alors aujourd'hui, cet élément, il est évidemment complètement lié à la nécessité pourquoi on formule ça pour la campagne électorale ? Parce que ça va être un moment politique un peu plus important où on va pouvoir engager avec plus de gens la discussion politique. Mais l'élément principal là-dedans, il est quand même le fait de dire que dans toute cette période, on manque d'un outil de cadre collectif, d'un parti de masse, des travailleurs, des jeunes, un parti combatif qui se bat pour le socialisme et qui permette de s'opposer au capitalisme, qui permettent d'avoir une perspective à opposer, qui donnent le courage et l'énergie à toutes celles et tous ceux qui veulent résister, mais qui ne savent pas par quel bout prendre cette situation. Alors, évidemment, nous, on appelle tout le monde à mener ces discussions à une échelle large avec nous, que la gauche révolutionnaire soit un outil pour pouvoir clarifier avec tous ceux et toutes celles qu'on rencontrera, et on va faire en sorte d'en rencontrer le maximum, ces points-là pour pouvoir utiliser ce moment politique pour réarmer toute une couche de travailleurs et de jeunes à la perspective du socialisme. C'est quelque chose de central parce qu'à l'échelle française comme à l'échelle mondiale, les éléments de décomposition de la société sont très forts, mais aussi beaucoup d'éléments, et on l'a vu pendant la crise du Covid, d'éléments et de volonté qu'ont des jeunes, par exemple, de s'engager quand ils sont engagés dans des associations d'aide. On voit qu'il y a une volonté
d'essayer d'intervenir et de changer les choses. Mais il n'y a pas le programme et il n'y a pas l'outil politique qui permettent d'avancer. Donc ça sera bien sûr la tâche principale de la gauche révolutionnaire, de construire le parti révolutionnaire qui se bat pour le socialisme et d'apporter à la discussion de l'ensemble des travailleurs et des jeunes que l'on rencontrera la possibilité de construire à une échelle large un parti qui nous réarme politiquement à la hauteur des enjeux de cette période, un parti qui se bat pour le socialisme et le socialisme démocratique. Voilà, merci. Donc, si tout ça vous intéresse et vous plaît bien, rejoignez-nous, engagez la discussion avec la gauche révolutionnaire et le CIO.